envie de partager avec vous 10 idées personnelles et paradoxales autour de la créativité. La créativité est un sujet travaillé depuis de nombreuses années par des gens très sérieux. À titre personnel, c'est un sujet que j'ai attrapé par l'observation. Autour de moi, j'ai pu voir, de par ma position, des personnes très créatives et d'autres qui l'étaient moins. Assez naturellement, je me suis donc posé la question de savoir pourquoi certaines l'étaient, pourquoi d'autres ne l'étaient pas. Est-ce que la créativité est une compétence accessible à tous? Et est-ce qu'il est possible de développer cette compétence? J'en ai tiré 10 enseignements, et c'est ces 10 enseignements que je vais vous proposer. La façon dont je vais m'y prendre pour partager avec vous ces enseignements, c'est que je vais poster sur les prochaines semaines des vidéos. 10, chacune durera 3-4 minutes, et chacune de ces vidéos développera une idée forte. J'y évoquerai une croyance, je renverserai une idée reçue autour de la créativité dans chacun de ces contenus. J'essaierai aussi de changer un peu de décor. Ici, on est dans le bois de Vincennes et je vous emmènerai avec moi dans différents endroits de Paris. J'aurais pu vous dire au revoir, merci, rendez-vous à la prochaine vidéo. Je vais quand même profiter de cette vidéo introductive pour évoquer quelques définitions autour de la créativité très rapidement, simplement vous donner un peu le panorama de ce qui a été dit sur ce sujet à travers 3 auteurs. Premier auteur, Karl Duncker. Karl Duncker, c'est 1945 et lui, ce qu'il dit, c'est que dans la créativité, une des dimensions essentielles, c'est la pensée convergente. La pensée convergente, c'est votre faculté à pouvoir résoudre un problème dans un environnement connu, dans un environnement donné. Alors la façon dont il s'y prend est assez rigolote pour savoir évaluer la pensée convergente des personnes en face de lui. Il vous donne une énigme et vous demande de la résoudre. Alors cette énigme est la suivante. Vous avez posé sur une table une bougie, une boîte d'allumettes, une boîte de punaises qui contient une centaine de punaises. Et il vous demande d'allumer la bougie et de faire en sorte que la cire ne coule pas sur la table sur laquelle sont posés les objets. Est-ce que vous avez la solution à ce problème? Peut-être, peut-être pas. Pour ceux qui ne l'ont pas, voici comment faire. Ce test est intéressant, il permet d'évaluer la pensée convergente des personnes. Simplement, à titre d'anecdote, sachez que ce test a permis de montrer que les personnes qui étaient parties à l'étranger avaient davantage de pensée convergente. C'est plutôt logique, dans le cadre de leur expérience à l'étranger, ils ont dû résoudre des problèmes dans un environnement certain et ils ont donc développé cette pensée convergente. Deuxième auteur, Joy Paul Guilford. Alors Joy Paul Guilford, lui, veut tester tout l'inverse. La pensée divergente, c'est-à-dire la capacité des personnes à pouvoir imaginer des usages alternatifs à des choses très communes, des objets de la vie de tous les jours. Par exemple, il vous donne un trombone et vous demande quel type d'usage vous pouvez imaginer avec cet objet. Les personnes créatives vont en trouver plus de 200. Par exemple, ils vont dire que vous pouvez dérouler le trombone et puis en faire une boucle d'oreille. Vous allez pouvoir bricoler le trombone et en faire un hameçon à canne à pêche. Et les personnes les moins créatives ne vont trouver que 10 exemples possibles d'usages différents de cet objet. Troisième auteur, Ellis Paul Torrance. Alors Ellis Paul Torrance, lui, pense que par-delà la pensée convergente et la pensée divergente, il y a une autre dimension essentielle qui est la pensée intégrative. Pour tester votre pensée intégrative, il va vous donner des formes, par exemple des ronds, et va vous demander de dessiner avec ces ronds. Les personnes les plus créatives feront des personnages assez incroyablement réalistes, par exemple des personnages de Mickey avec ses ronds. Les personnes les moins créatives feront en revanche des objets très communs, par exemple des chaînes. Il vous donnera également des formes différentes, des carrés, des polygones, des triangles, des ronds, et vous demandera de les additionner, de les soustraire, de les combiner, de les multiplier pour en faire des dessins réalistes. Les personnes les plus créatives feront des silhouettes assez intéressantes et les personnes les moins créatives feront des visages de personnes assez peu vraisemblables. Mon préambule s'arrête ici, à très bientôt pour une première vidéo et donc un premier paradoxe sur ces questions de créativité. Ma première observation sur la créativité est assez simple. Je crois que les personnes créatives adoptent des postures critiques. Cette idée va à l'encontre de la représentation que l'on a généralement sur ces personnes créatives. On pense qu'elles sont là pour ajouter des choses, pour améliorer des situations, pour construire par-dessus. Je crois tout le contraire. Les personnes créatives autour de moi sont des personnes qui ne cherchent pas à construire, elles détruisent. Elles ne cherchent pas à améliorer des situations, elles les remettent en cause.
Autrement dit, les personnes créatives sont des personnes qui ne disent pas oui et, elles disent non, ça ne marche pas comme ça. Pour faire passer cette idée, je vais utiliser un graphique. Posons un graphique qui a pour abscisse la probabilité de succès des startups et qui a pour ordonnée le nombre d'euros levés par ces startups. Posons maintenant sur le graphique là où sont les startups. Vous avez à peu près un nuage de points dispersé comme ça. Face à ce nuage de points, que va se dire une personne qui est créative mais qui a une posture positive, une posture approbatrice? Elle va se dire qu'il y a une relation croissante, parce que c'est l'enseignement qu'on peut tirer assez évident de ce nuage de points, entre l'argent levé par les startups et la probabilité de succès de la startup. En revanche, que va se dire une personne créative qui a une posture critique, qui a une posture contestataire? Alors elle va se dire que c'est trop simple. Elle va se dire qu'on est en train de lui raconter des histoires et qu'en fait, peut-être que ce graphique ne veut pas du tout dire ça. Cette personne va se dire par exemple que les points qui sont situés ici en bas à gauche du graphique sont peut-être d'une nature très différente des points qui sont situés en haut à droite du graphique. Et s'il se dit ça, alors le graphique ne veut plus dire du tout la même chose. Regardez, vous avez une relation croissante toujours pour les startups qui sont en rouge, mais vous avez une relation décroissante pour celles qui sont en vert. Et donc, cette personne créative a peut-être trouvé que lorsque les startups n'ont pas encore rencontré leur marché, ce sont les startups ici en vert, alors il y a une relation décroissante entre l'argent levé et la probabilité de succès d'une startup. Finalement, et c'est ce que je voulais vous montrer à travers cet exemple, je crois que les personnes créatives sont celles qui remettent en cause les évidences. Les personnes créatives contestent, elles développent un esprit critique. C'était la première discussion que je voulais avoir avec vous sur ces questions de créativité. Je crois que les personnes créatives ne sont pas nécessairement des personnes constructives. Elles contestent, elles réécrivent les histoires, elles renversent les paradigmes. Et pour ça, souvent, il faut développer une attitude suspicieuse et il faut souvent d'abord défaire avant de faire. La créativité est une matière compliquée à travailler parce qu'il est difficile de la stimuler ou de la produire sur commande. Je ne peux pas vous demander d'être créatif de 10h à 11h ou face à un problème donné. Vous allez être créatif toute la journée, quel que soit le cas, ou au contraire, vous n'allez jamais être créatif, quelle que soit l'heure de la journée et quelle que soit la situation. C'est la raison pour laquelle je crois que la créativité ne s'achète pas avec des méthodes ou des jours hommes. Et c'est souvent une erreur commise par les entreprises. Les entreprises, lorsqu'elles lancent un plan pour améliorer la créativité de leurs équipes, pensent que cette compétence est accessible, qu'il est possible de la produire en interne dans l'organisation. Je ne crois pas. En revanche, je pense qu'il est possible de promouvoir, qu'il est possible de protéger, qu'il est possible d'accompagner la créativité lorsqu'elle surgit en un endroit, lorsqu'elle survient quelque part dans l'organisation. On ne peut pas produire la créativité, on peut sans doute l'accompagner lorsqu'elle est là. Pour faire passer cette idée, prenons le cas McDonald's. Alors McDo, loin de moi l'idée de stigmatiser cette entreprise, mais McDo est connu pour avoir lancé un grand programme d'incitation à la créativité de ses employés qui s'appelait l'employé du mois. Alors l'employé du mois, c'était la possibilité pour les employés les plus créatifs d'accéder à une prime, à une récompense financière. Pour obtenir cette récompense, il fallait qu'ils suggèrent des améliorations sur le processus du restaurant, qu'ils suggèrent une remontée d'irritants, des défaillances à résoudre. Des sociologues du travail ont été regarder comment se déroulait ce programme et leurs résultats ont été très intéressants. Ces sociologues nous ont appris qu'il y avait deux façons d'être l'employé du mois chez McDo. La première façon, c'était logique, c'était de fournir davantage d'efforts pour essayer d'être l'employé du mois avec la bonne idée. Mais cette solution était assez peu retenue. En revanche, il y avait un deuxième chemin qui était emprunté par les salariés plus couramment. Cette deuxième option, souvent retenue par les salariés, c'était de faire en sorte d'avoir la bonne idée en s'arrangeant pour que les autres ne l'aient pas. Autrement dit, McDo a créé des jeux avec ce dispositif d'incitation concurrentiel, des jeux compétitifs, un système anti-collaboratif. Ils ont donc produit les résultats exactement opposés à ceux qui étaient au départ escomptés.
Vous pourriez penser que le problème de McDo est lié à son système d'incitation qui est inapproprié. Je ne crois pas. Je vous mets au défi de trouver un système intelligent de stimulation de la créativité de vos équipes. En réalité, il n'en existe pas. Si vous imaginez un système collectif et non individuel d'incitation à la créativité, vous retombez sur les mêmes problèmes, mais au niveau des équipes. Vous allez créer des jeux concurrentiels et compétitifs entre équipes. Si vous imaginez sortir de la question de la bonne idée en suggérant de récompenser vos employés par le nombre d'idées qu'ils soumettent, le risque est que vos employés passent plus de temps à soumettre des idées plutôt qu'à réaliser le travail pour lequel ils sont missionnés. Des exemples, il en existe de nombreux. Des mauvaises bonnes pratiques, il y en a beaucoup. Des bonnes pratiques, il n'en existe pas. Finalement, et c'est le deuxième paradoxe que je veux signaler autour de la créativité ne se stimule pas sur commande. Elle se protège lorsqu'elle survient en un endroit dans les organisations. Pour les entreprises, ça veut dire d'arrêter de lancer des grands programmes d'incitation à la créativité dans l'organisation, mais essayer d'identifier la créativité lorsqu'elle est déjà là avec vos salariés les plus créatifs. Archimède est considéré comme l'un des inventeurs les plus talentueux de tous les temps. On lui doit des avancées significatives en géométrie, en mécanique. Malheureusement, la façon qu'on a eu de raconter son histoire a créé une grande incompréhension. Archimède, c'est le conseiller scientifique du roi à Syracuse. Le roi de Syracuse se fait offrir une couronne et demande à Archimède de bien vérifier que cette couronne est en or massif parce qu'il a peur de s'être fait arnaquer par un artisan. Il demande également à Archimède de ne pas prélever dans la couronne pour ne pas dégrader le matériel. Archimède rentre chez lui, prend un bain et soudain, il a l'idée de plonger la couronne dans le bain, dans sa baignoire, et là il crie Eureka. La légende dit même qu'il va dans les rues de Syracuse nu crier Eureka. Il vient de découvrir le concept de masse volumique des corps. Cette histoire, elle est gênante. Cette histoire, elle est gênante parce qu'elle laisse à penser que les idées viennent comme ça, de manière miraculeuse. Eureka, ça y est, je viens d'avoir une idée. Les épiphanies, c'est-à-dire les moments de compréhension soudain d'un phénomène, n'existent pas. Les idées ne naissent pas comme ça. Des sociologues du travail ont essayé de comprendre comment les idées naissent dans les organisations. Et ce qu'ils nous montrent, c'est que ces idées, elles naissent de la rencontre entre deux bouts d'idées locales. Autrement dit, j'ai un bout d'idée, vous avez un bout d'idée, on va se rencontrer. Et c'est de cette rencontre que va naître l'idée géniale, l'idée formidable, la grande idée. Pour favoriser la créativité, la tentation des entreprises va donc être forte d'essayer de multiplier les occasions de contact entre bouts d'idées locales. Elles vont donc aller vers les réseaux sociaux d'entreprise parce que ce sont des dispositifs qui multiplient les occasions de rencontre entre bouts d'idées parce qu'on va y échanger beaucoup d'informations. Si elles font ça, les entreprises se trompent. En sciences de gestion, on distingue souvent le savoir explicite et le savoir tacite. Un savoir explicite, c'est un savoir qui ne souffre d'aucune ambiguïté. Rendez-vous demain à 9h au Trocadéro, il n'y a pas de débat, on sait exactement ce que ça veut dire, c'est donc du savoir explicite. Un savoir tacite, en revanche, c'est un savoir qui doit s'expliquer avec les mains. Voyez-vous, la machine à café est cassée ce matin et donc il faut, pour pouvoir prendre son café, appuyer sur la machine avec sa main en même temps qu'il faut mettre sa pièce au bon endroit. Vous voyez, ce geste-là, je ne peux vous l'expliquer qu'avec les mains. C'est la raison pour laquelle c'est du savoir tacite. Je ne peux pas vous l'expliquer par mail, sauf à vous faire une notice de 40 pages indigeste. La raison pour laquelle je rentre dans cette distinction entre savoir tacite et savoir explicite, c'est parce que oui, la créativité naît de la rencontre entre deux bouts d'idées locales. Mais ces bouts d'idées locales sont fondés sur du savoir tacite et non explicite. Les réseaux sociaux d'entreprise ne favorisent donc pas la créativité. La meilleure machine pour innover, c'est la machine à café. Parce qu'on va s'y retrouver et pouvoir y échanger des informations et du savoir tacite. Finalement, et c'est donc le troisième paradoxe que je voulais évoquer autour de la créativité, les idées ne naissent pas par épiphanie. Les idées naissent de la rencontre entre bouts d'idées locales. Et ces bouts d'idées locales sont fondés sur des savoirs tacites et non explicites. C'est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas être véhiculés par les technologies de l'information et de la communication. Il existe un lieu commun sur la créativité. Les idées viendraient à nous
exclusivement en situation de résolution de problèmes. C'est faux. Les points d'entrée de la créativité sont beaucoup plus variés. Regardez l'exemple des entrepreneurs. On pense souvent que leur idée originelle de création d'entreprise est venue suite à la volonté qu'ils avaient de résoudre un problème. Faux. Les idées de start-up naissent de manière bien différente. Je vous propose 3 exemples pour vous le montrer. 1. Certains entrepreneurs ont leur idée de start-up sans le vouloir. Ils font des choses par envie ou par amusement sans aucune perspective business sur ce qu'ils sont en train de faire. Simplement, ils bricolent, ils font, et de rebond en rebond, ils entrent dans ce chemin qu'on appelle la sérendipité et s'aperçoivent parfois qu'ils suscitent l'intérêt des gens. C'est à partir de ce moment-là qu'ils créent leur entreprise. Mark Zuckerberg fait évidemment partie de cette catégorie d'entrepreneurs. On peut difficilement douter de son niveau de créativité puisqu'il a fondé l'une des entreprises les plus performantes du début des années 2000 avec Facebook. Mais regardez, il n'a pas eu l'idée de Facebook en voulant résoudre un problème. Il n'y avait pas de problème à résoudre. Il a fait des choses sans préjuger de ce qu'elles allaient devenir. Deuxième exemple, d'autres entrepreneurs appliquent simplement des méthodes scientifiques pour trouver leur concept. Internet a désintégré les propositions de valeur de beaucoup d'entreprises dans le monde physique. Les journaux. Avant, un journal, c'était de l'éditorialisation d'un contenu, des petites annonces et de la curation de contenu. Ça passe en ligne, résultat, Twitter s'occupe de la curation de contenu, les petites annonces, elles sont faites sur le Bon Coin, et l'éditorialisation du contenu, les blogs s'en occupent. On voit donc que ce passage en ligne désintègre les propositions de valeur. Certains entrepreneurs se sont donc dit qu'ils allaient simplement appliquer cette méthode de désintégration des propositions de valeur en ligne pour trouver leur idée de demain. Dans ce cas-là, on comprend bien que leur créativité ne s'exprime pas par le fait de résoudre de manière ingénieuse un problème, mais simplement par l'application stricte d'une méthode sur un problème donné. Troisième exemple, les entrepreneurs peuvent avoir leurs idées de création d'entreprise par opportunisme. Au Japon, un chercheur a produit une avancée scientifique majeure en signalant que le taux de glucose pouvait être mesuré par micro-ondes. Cette recherche avait eu un écho limité parce qu'elle n'avait pas donné lieu à une publication dans des revues anglo-saxonnes de renom. Un jour, un entrepreneur tombe sur cette recherche et la trouve géniale, parce qu'il pense qu'il est possible, grâce à cette recherche, de produire le glucomètre de demain. Aujourd'hui, quand vous utilisez un glucomètre, vous vous piquez, ce qui veut dire que vous récoltez la donnée de manière intrusive et en temps discret. Lui pense qu'il est possible, grâce à la recherche, d'avoir une donnée collectée avec un bracelet, c'est-à-dire de manière non intrusive et en temps continu, ce qui renforcerait le service médical rendu. Si je vous raconte cette histoire, c'est pour vous dire que cet entrepreneur, il n'a pas fait preuve de créativité en concevant un dispositif à partir de rien. Il a fait preuve d'opportunisme en ayant accès à une recherche avant les autres. Finalement, et c'est le 4e paradoxe que je voulais évoquer sur la créativité. La créativité s'exprime assez rarement lorsqu'on est face à un problème en essayant de le résoudre. La créativité a des points d'entrée multiples, j'en ai évoqué ici 3 dans cette vidéo: le hasard, l'application de méthodes scientifiques et l'opportunisme. La créativité est une compétence noble. Elle est estimée par tout le monde. Heureusement ou malheureusement, on va toujours préférer quelqu'un de créatif à quelqu'un qui aurait d'autres compétences. Par exemple, à quelqu'un qui serait méthodique, besogneux ou résilient. Par conséquent, la créativité est devenue une compétence ostentatoire. Chacun a envie de montrer qu'il est créatif. Et la façon dont il va s'y prendre, c'est généralement qu'il va essayer de créer chez son interlocuteur, chez l'autre, un effet waouh. Cet effet qui, lorsqu'on avance une idée, crée chez l'autre le « ah oh, bien vu, bien joué ». Et donc, eh bien, on pense, et ça c'est une incompréhension, que les grandes idées sont celles qui brillent le plus, que les grandes idées sont celles qui ont le plus d'effet waouh. C'est faux, je vais essayer de vous le montrer à travers plusieurs exemples de start-up. Premier exemple, une start-up créée par des entrepreneurs qui a créé une prise électrique qui intègre une rallonge de manière à ce qu'on règle cet éternel problème du « je cherche ma rallonge et je ne la trouve jamais pile au moment où j'en ai besoin ». Deuxième exemple, des entrepreneurs ont créé une chaise de restaurant avec une encoche pour qu'on puisse poser son sac sans qu'il traîne par terre.
Mais des exemples, il y en a de nombreux. J'aurais aussi pu vous parler de la tasse à café qui intègre une encoche pour éviter que le café coule. J'aurais aussi pu vous parler du banc qui a une petite manivelle sur le côté de manière à retourner l'assise pour que les gens puissent s'asseoir au sec. Et puis j'aurais aussi pu vous parler du range vélo qui évite de prendre 15 mètres carrés d'espace urbain quand il n'y a pas de vélo rangé. Toutes ces idées sont brillantes, elles génèrent des effets waouh, pourtant vous n'en avez jamais vu nulle part. C'est bien que ces idées qui ont des effets waouh ne gagnent pas toujours les marchés. A l'inverse, je peux vous parler de projets entrepreneuriaux qui, au démarrage, n'avaient aucun effet waouh et qui pourtant sont devenus de grands succès entrepreneuriaux. Facebook. Au démarrage, Facebook n'est rien d'autre qu'une liste de diffusion améliorée. Les gens allaient sur la plateforme pour changer leur statut et dire à leurs amis qu'ils étaient partis en vacances. Amazon. Amazon, au démarrage, c'est un site de e-commerce qui n'a rien d'exceptionnel et qui vend simplement des livres en ligne. Et puis Twitter. Twitter, lorsque Twitter sort, n'a rien d'exceptionnel. C'est un site de microblogging comme il en existait de nombreux. L'idée de réduire à 140 caractères les posts n'avait rien de brillant ou d'éblouissant. Finalement, et c'est le cinquième paradoxe que je voulais établir sur la créativité, les grandes idées ne sont pas celles qui brillent le plus. Évaluer les idées à l'aune de leur effet waouh est une très mauvaise pratique d'un point de vue business. On a tous en tête des personnages célèbres qui incarnent la notion de créativité. En médecine, on pourrait parler de Charcot ou de Mondor. En physique-chimie, on pourrait prendre comme exemple Einstein ou Marie Curie. Et puis en éco, en fonction du camp dans lequel on se place, on pourrait citer Smith et Ricardo ou Keynes. Ces personnes ont eu des grandes idées sur des grands sujets. Par effet d'association, on pense donc que la créativité est un processus qui doit conduire à avoir une grande idée en attaquant un grand sujet. C'est faux, la créativité se loge dans des micro-actions, parfois sur des petits sujets. Pour vous faire passer cette idée, je vais prendre l'exemple de start-up. Il serait dommage de juger ces start-up à l'aune de la créativité dont elles ont fait preuve sur leur proposition de valeur. Elles ne produisent pas nécessairement des produits ou des services innovants. En revanche, elles sont très créatives sur leur service support. Première start-up, ce qu'elle fait n'est pas très important. Ce qui compte, c'est de savoir que cette start-up considère comme beaucoup que son meilleur actif, ce sont les personnes qui travaillent pour elle. La start-up veut donc recruter les meilleurs talents. Elle a mis en place une méthode particulièrement innovante de recrutement. Cette méthode est la suivante. Lorsqu'un candidat passe la porte pour passer un entretien, la start-up se dit que probablement que le candidat connaît autour de lui des personnes encore plus qualifiées pour le poste proposé. La start-up met donc en place un entretien extraordinaire de manière à ce que lorsque le candidat sera éventuellement refusé, il n'oublie pas de dire à ses amis « Waouh, allez postuler dans cette start-up, ils sont incroyables, on est très bien accueillis, ils font des choses formidables. » Aujourd'hui, 80% du lead des candidatures reçues par cette start-up provient de candidats à qui la start-up a dû dire non, mais les personnes ont tellement été bien traitées pendant l'entretien qu'ils ont dit à leurs amis d'aller candidater. On voit bien ici qu'on n'est pas sur la proposition de valeur de la start-up. On est sur une activité périphérique, le recrutement. On est sur un service support. C'est invisible de l'extérieur, mais c'est particulièrement créatif. Deuxième exemple, Audi. Lorsque l'entreprise sort son modèle A8, elle sait que ses coûts d'acquisition clients sont extrêmement élevés. Sur ce genre de voiture, il faut évidemment l'essayer avant de l'acheter. L'entreprise dépense donc des centaines, voire des milliers d'euros en acquisition client parce qu'elle doit toucher les prospects, les faire venir en concession, de manière à ce que ces prospects puissent essayer la voiture. C'est alors à ce moment qu'Audi a une idée géniale. The most exclusive Audi deserves the most exclusive launch. Strictly limited. The first premiere that comes direct to the customer. In the shape of this black cube. One push, and the countdown begins. A GPS signal is transmitted, and the new Audi A8 is delivered to the customer within 90 minutes. For a one-of-a-kind premiere. A
24-hour test drive. L'idée me semble vraiment très sympa. Alors sachez que 100% des personnes ayant reçu le cube a appuyé sur le bouton et donc a vu une voiture venir en bas de chez elle et que le taux de transformation a été de 19%. Alors je n'ai pas l'information sur la réduction du coût d'acquisition client suite à cette initiative, mais quand vous avez un taux de transformation de 19%, on peut imaginer que cette baisse est massive. J'aurais pu vous prendre d'autres exemples, ceux de Burger King ou de Tipex, qui sont des entreprises artistes en matière de créativité et surtout de communication. Mais vous avez compris l'idée que je veux défendre à travers cette vidéo. Et c'est le 6e paradoxe que je voulais établir sur la créativité. La créativité ne s'applique pas seulement sur des sujets essentiels. Elle s'applique aussi sur des micro-actions ou des petits sujets. En l'occurrence, les services supports pour les startups. Reçue sur la créativité réside dans le fait de croire qu'elle produit toujours des situations préférables pour celui qui la porte. On pense que celui qui fait preuve de créativité va voir sa situation s'améliorer. Sans doute parce que la créativité est une qualité, on pense donc qu'elle est souhaitable. En réalité, c'est faux. La créativité fait bouger les lignes, elle change la donne, et la nouvelle donne peut conduire à des situations inconfortables pour celui qui impulse le changement. Je prends l'exemple des enseignants-chercheurs. Un certain nombre d'entre eux ont la conviction que le métier va radicalement changer à très court terme. Ils réfléchissent donc à la disruption de leur propre métier et assez naturellement vont s'engager dans des initiatives innovantes, par exemple celle des MOOC, Massive Online Open Course, c'est-à-dire des vidéos en ligne. Lorsqu'un professeur a signé pour faire ce métier, il a toujours imaginé être devant un amphi, parfois plein, et donc il a développé une expertise, des compétences pour capter et retenir l'attention d'élèves en situation présentielle. Lorsque un prof va faire des MOOC, alors il va changer de métier, radicalement. Il va devoir capter et retenir l'attention, non pas d'élèves, mais de personnes qu'il ne connaît pas en ligne, à distance. Et les ressorts de captation et de rétention de l'attention de quelqu'un à distance sont profondément différents. Le prof va pratiquement se retrouver à être script ou scénariste de petites capsules, comme on les appelle, dans le monde des MOOC. C'est très différent, et cette différence entre ce pourquoi il a signé et ce qu'il est en train de faire va parfois ne pas trop lui plaire et le mettre dans une situation inconfortable. Le prof fait donc preuve de créativité, mais il se retrouve dans une situation qui n'est pas profitable, qui n'est pas améliorée pour lui. Finalement, et c'est le 7e paradoxe que je voulais évoquer autour de la créativité ne conduit pas toujours à une situation préférable pour celui qui impulse le changement, pour celui qui fait preuve de créativité. Je dois dire que c'est pour le mieux, sinon je pense qu'il n'y aurait pas ce sel lié à cette incertitude autour des actions d'innovation. Première approximation, lorsqu'on regarde de loin, on pourrait croire que la créativité et l'imagination sont deux notions parfaitement liées. Dans les deux cas, on comprend bien que c'est la création de quelque chose de nouveau, de jamais vu. Dans le cas de l'imagination, c'est la création d'un univers qui n'existe pas. Et puis dans le cas de la créativité, c'est la création d'une solution face à un problème donné. Mais quand on regarde de plus près, on s'aperçoit qu'il y a une dimension qui distingue profondément la créativité et l'imagination. Cette dimension, c'est le côté, le caractère enraciné de la créativité par rapport à l'imagination. La créativité repose sur une conception réaliste du problème attaqué, alors que l'imagination n'est arrimée à rien, c'est une réflexion hors sol. Pour illustrer la différence entre créativité et imagination, je vais prendre un exemple autour des startups. Il y a 5 ans, vous alliez au restaurant, le serveur prenait votre commande avec une tablette PC. La promesse de cette tablette PC, elle était multiple. Productivité, la commande partait directement en cuisine. Fiabilité des informations saisies, la commande était parfaitement claire. Qualité de service, parce que les commandes étaient prises dans l'ordre, et donc c'était premier arrivé, premier servi. Et puis dans le monde du big data dans lequel on est, alors cette tablette permettait de mémoriser les informations sur qui a mangé quoi, ce qui permettait de mieux gérer ses stocks.
Face à cette promesse, beaucoup de restaurateurs se sont donc munis de ce dispositif. Sauf que, à l'usage, beaucoup de restaurateurs se sont aperçus que cette tablette ne tenait pas sa promesse dans de nombreux cas. Les clients viennent au restaurant, commandent une calzone, mais parfois certains d'entre eux commandent une calzone sans anchois. Et le problème de cette commande exceptionnelle sans anchois, c'est qu'elle met le restaurant dans deux situations possibles. 1. Le serveur regarde sa tablette et dit je sais pas faire. C'est pas écrit sur la tablette, je ne sais pas faire. Et donc là, on tombe dans le sketch des bronzés font du ski. Vous avez de la pâte, vous avez du sucre, mais vous ne pouvez pas faire une crêpe au sucre. 2. Le serveur est bienveillant et accepte d'aller en cuisine pour signaler que la pizza doit se faire sans anchois. Mais dans ce cas-là, on tombe dans ce qu'on appelle dans les organisations la procédure dégradée. Et le problème de la procédure dégradée, c'est que personne ne la maîtrise et qu'elle génère beaucoup de non-qualité. Résultat des courses, beaucoup de restaurateurs ont laissé tomber ces tablettes et sont revenus au bon vieux stylo bic. Je vous ai raconté cette histoire pour vous montrer la différence entre créativité et imagination. Les startups qui ont proposé ces dispositifs aux restaurateurs, elles ont fait preuve d'imagination. Elles ont imaginé les processus d'un restaurant en se disant « les clients arrivent, ils s'installent, ils commandent, ils mangent, ils payent, ils s'en vont ». Mais dans la vraie vie, il y a de nombreuses exceptions, c'est pas toujours comme ça. Prendre en compte ces exceptions, c'est faire preuve de créativité. Les négliger, c'est faire preuve d'imagination. Finalement, et c'est le 8e paradoxe que je voulais établir sur la créativité n'est pas un exercice hors sol, contrairement à l'imagination. Elle s'appuie sur une représentation réaliste des situations. Il est commun de parler de bonne idée ou de mauvaise idée. Dire d'une idée qu'elle est bonne ou mauvaise, c'est la juger au moment de sa formulation. En réalité, c'est une mauvaise pratique parce que l'évaluation d'une idée montrera d'autant plus d'acuité qu'elle interviendra tard. Regardez, si vous m'aviez demandé en 2004 si Facebook était une bonne idée, sans doute que je n'aurais pas eu la bonne réponse. Si vous me demandez aujourd'hui si Facebook est une bonne idée, je crois avoir la bonne réponse en vous disant que c'est une très bonne idée. Si vous avez compris que la méthode d'évaluation d'un phénomène accroît son niveau de précision avec le temps, alors vous allez être tenté de repousser le plus tard possible cette évaluation. C'est exactement ce qu'il faut faire en matière d'idées. Il faut attendre qu'elles passent au statut de projet pour soit les promouvoir, soit les tuer. Pour faire passer cette idée, je vais faire référence à un concept en économie. En économie, on distingue souvent le risque et l'incertitude. Le risque, c'est lorsque vous êtes dans un univers probabiliste, il y a donc un aléa, mais vous savez quand même dire quelle est la probabilité de survenance des événements. Autrement dit, vous savez que A ou B peut arriver, mais vous savez dire que A va arriver avec une probabilité 1/3 et que B risque d'arriver avec une probabilité 2/3. L'incertitude, c'est différent. Avec l'incertitude, il y a davantage de flou. Vous êtes toujours dans un univers probabiliste, il y a donc toujours un aléa, mais vous ne savez en plus pas dire quelle est la probabilité de survenance des événements. Autrement dit, vous savez que A ou B peut arriver, mais vous ne savez même pas dire avec quelle probabilité. Une idée, lorsqu'elle est raisonnable, a toujours une chance d'atteindre son objectif. Si vous l'évaluez trop tôt, vous allez l'évaluer en situation d'incertitude. Si vous prenez votre temps, vous allez acquérir des informations sur la probabilité de survenance des événements et vous allez pouvoir l'évaluer en situation de risque. Et il est toujours préférable d'agir en risque plutôt qu'en incertitude, parce que le risque, ça se couvre. Finalement, et c'est le 9e paradoxe que je voulais établir sur la créativité, dire d'une idée qu'elle est bonne ou mauvaise est un oxymore. Une idée, par définition, ne peut pas être bonne ou mauvaise parce qu'il est trop tôt pour le dire. Les idées, il faut les tester, les expérimenter pour qu'elles sortent de leur statut d'idée et qu'elles accèdent au rang de projet. Et là oui, un projet, nous pourrons dire qu'il est bon ou mauvais. Il est admis que les fins connaisseurs d'un sujet sont souvent les plus qualifiés pour améliorer ce sujet. Il faudrait avoir fait 10 ans dans la banque pour être éligible au fait de faire une fintech. Il faudrait avoir construit de nombreuses voitures.
chez Ford, chez General Motors, pour pouvoir innover sur ce secteur d'activité. Les faits nous montrent que c'est rarement le cas. Les experts n'innovent pas nécessairement mieux que les personnes naïves sur un sujet. Elon Musk. Elon Musk, c'est quelqu'un qui ne connaissait pas grand-chose à la banque et qui fait PayPal. C'est quelqu'un qui ne connaissait pas l'aérospatiale et qui fait SpaceX, connaît sans doute pas beaucoup les voitures, il fait Tesla, et il ne connaît pas le secteur de l'énergie, il fait SolarCity. Elon Musk, il est donc intéressant à regarder, mais Elon Musk, il est intéressant à lire. Parce qu'Elon Musk, à longueur d'interview, explique pourquoi les personnes qui viennent de l'extérieur sont si impactantes sur les marchés qu'ils attaquent. Elon Musk parle de la théorie des premiers principes. Cette théorie, elle explique que lorsque vous êtes historiquement installé sur un secteur d'activité, vous vous êtes habitué aux principes absurdes de ce secteur d'activité. Vous êtes donc dans l'incapacité de challenger ces premiers principes. La force des gens qui viennent de l'extérieur, c'est précisément de pouvoir challenger ces premiers principes et de les remettre en cause. C'est ce qu'a fait Elon Musk sur les différents secteurs d'activité qu'il a adressés avec ses innovations. Pour faire passer cette idée, je vais essayer de toucher vos émotions. Je vais vous rappeler la situation lorsque vous étiez face à un problème de maths il y a quelques années. Lorsque vous étiez face à ce problème, la première étape était tout le temps de poser une hypothèse initiale. Vous faisiez une première hypothèse et vous essayiez de craquer le problème en face duquel vous étiez. Le problème de cette hypothèse initiale, c'est qu'elle s'avère souvent fausse. Ce que vous faites, c'est donc effacer cette première hypothèse pour aller vers une autre hypothèse. Mais ce mouvement, il est parfaitement théorique. Les sciences cognitives nous montrent que ce mouvement, effacer l'hypothèse initiale pour aller vers l'autre hypothèse, est parfaitement impossible en pratique. En théorie, on pense qu'il est possible, en pratique, c'est impossible. C'est ce que les scientifiques appellent la path dependency, la dépendance du chemin. La façon dont vous avez attaqué un problème initialement vous contraint ad vitam aeternam sur le chemin de résolution de ce problème par la suite. Finalement, et c'est le 10e paradoxe que je voulais établir sur la créativité. La créativité est une compétence qui s'amenuise quand on la travaille. C'est peut-être la seule qui a cette caractéristique. Rester naïf sur les sujets, ça vous permet d'avoir une forme d'agilité pour pouvoir prendre les problèmes avec différentes prises. Approfondir une idée, c'est souvent creuser un chemin duquel vous allez avoir du mal à vous départir. La créativité se nourrit de naïveté et non d'expertise.